vais mourir. C'est la fin, je le sais. Tu perds ton temps. Et j'écoutais ainsi Madame Oslo. Plus les jours passaient, plus elle broyait du noir. Au début, je la rassurais comme je pouvais concernant son état. Je lui disais qu'il suffisait d'attendre un peu pour que la douleur passe. Toutefois, mes paroles, c'est tout juste si elle les entendait. En effet, son dos semblait terriblement la faire souffrir. Tellement que la vieille dame semblait comme enfermée dans son cocon. Pourquoi ça m'arrive? J'ai tout perdu. Tout. J'aurais pu lui répondre qu'elle avait tort, qu'il lui restait sa bâtisse, que sa famille vivait toujours, que j'étais là aussi pour l'aider. Mais maintenant, je la laissais juste se décharger, me contentant de lui offrir un soutien via ma simple présence et des petits services au quotidien. On toqua soudainement à la porte. Je me levai de la chaise au dossier rosâtre et allai ouvrir. C'était Anne, une infirmière qui me dépassait de plus d'une tête. Elle me salua poliment. Je fis de même et l'invitai à entrer. Sans traîner, elle s'enquit de prendre quelques nouvelles de sa patiente. Cet échange demeurait presque toujours semblable. Des lamentations dues à son état et les quelques mots rassurants de la soignante en toute réponse. Le tout accompagné de la perfusion journalière et des divers cachets à prendre. Anne ne semblait pas vraiment passionnée par son travail. Elle venait, accomplissait ce qu'elle devait faire, ce pourquoi elle était payée, puis disparaissait à nouveau. Son sourire laissait croire à chaque fois qu'elle s'efforçait de le maintenir, comme pour cacher une attitude aussi froide qu'un iceberg dérivant au gré des courants océaniques. Je passais la fin de la journée à corriger les copies et à préparer les cours, après quoi je cuisinais le repas pour Madame Oslo et pour moi-même. Ce soir, j'avais choisi de faire des pâtes arrabbiata, mais sous une forme moins épicée pour le goût de la maîtresse de maison. Alors que je vidais les tomates du jardin de leurs pépins et de leur jus trop liquide, je comptabilisais que cela faisait plus de 2 mois que je logeais dans cette maison, depuis que Madame Oslo avait eu cette dégénérescence cellulaire. Je revoyais ce moment difficile où elle apprit la terrible nouvelle, puis ces nombreuses fois où je l'avais accompagnée chez le cancérologue. J'avais pu observer l'affreux échec de son traitement à la chimiothérapie qu'elle ne supportait pas. Toutefois, la radiothérapie fut utilisée pour la soigner et donna un résultat concluant. Alors qu'elle récupérait la santé et le moral, il fallut qu'autre chose s'abatte sur elle. Quelque chose qui apparaissait souvent chez les personnes victimes de cette dégradation, aujourd'hui de plus en plus commune. Quelque chose qui pouvait s'avérer être une véritable torture pour les personnes atteintes. Une métastase. Et comme le karma avait décidé de la suivre, il a fallu que ce soit localisé au milieu de sa colonne vertébrale. Et pour couronner le tout, on découvrit que Madame Oslo possédait une remarquable résistance aux effets de la morphine. Ce produit ne lui offrait presque aucun réconfort. Je versai les tomates finement coupées dans les oignons que je faisais revenir. Je mélangeai doucement les ingrédients. Puis, il y a eu l'opération. Les médecins avaient certifié qu'elle s'en sortirait au mieux, que 3 jours après cette dernière, les douleurs s'éclipseraient. Quel baratin. Ça faisait maintenant 3 semaines, et ses vertèbres la tourmentaient à toute heure de la journée et de la nuit. Faut savoir ce qui s'était passé. S'ils avaient mal réalisé leur injection, si le médecin avait fait une erreur, ou pire, qu'ils avaient confié cette tâche à un stagiaire, je me surprenais à me sentir révolté, à rejeter la faute à des gens qui faisaient sans doute de leur mieux, alors que j'étais parfaitement confiant que chaque corps était différent, et que l'anatomie demeurait d'une complexité sans nom. Néanmoins, je ne comprenais pas qu'ils acceptaient de ramener Madame Oslo chez elle, en sachant que sa famille l'avait délaissée, et qu'elle était physiquement incapable d'assurer seule sa survie. Cette vieille dame ne voulait jamais rester à l'hôpital, et son chantage avait suffi à la faire rentrer, aussi risqué que cela puisse être. Dire que les rares moments où elle arrivait à se motiver, à affronter son affliction, c'était pour se rendre aux toilettes, voire pour manger à table. Mais le second cas était d'autant plus rarissime. Je soupirais, puis posais le couvercle sur la sauce que je venais d'aromatiser, puis plongeais les pâtes dans une eau bouillante que j'avais précédemment mise à chauffer. En attendant que la cuisson s'achève, je partis me poser auprès de la patiente qui regardait la télévision. Les médias parlaient de politique avant de s'avancer sur des faits divers. Il y aurait eu des assassinats à quelques centaines de kilomètres d'ici. Certains crimes avaient été filmés par des caméras de surveillance alors que le tueur n'avait pas encore été coincé. Et cela, soi-disant parce que ce dernier était invisible. L'écran montrait 2 personnes fuir quelque chose avant de s'effondrer, comme frappées au niveau de la nuque. Or, même si la scène de violence restait floutée, et que seuls quelques pixels rougeâtres nous prétextaient la présence d'une blessure, on ne percevait aucun agresseur. J'eus vite fait de songer à l'arme à feu ou au fake. Toutefois,
les journalistes insistaient sur la mise à mort inexplicable de 2 victimes, puisque l'analyse des blessures concordait parfaitement avec les dégâts qu'occasionnerait une arme blanche. Ils en faisaient beaucoup, pour tout simplement attirer les spectateurs. Enfin, du moins c'est ce que je voyais derrière cette affaire. Le plus malsain pour moi était de passer par le décès de pauvres personnes pour appâter les consommateurs. Madame Oslo regardait, silencieuse. Peut-être que, malgré elle, voir ce genre de malheur étrange permettrait de relativiser sur l'horreur de ce qu'elle vivait continuellement. Quelques minutes après, je pus faire égoutter les pâtes al dente et mettre la fameuse sauce tout en saupoudrant de parmesan. Tout en tenant ma propre assiette, je portais une portion à Madame Oslo, qui, en me voyant, se redressa un peu sur son lit, non sans émettre un léger gémissement. Je lui tendis son repas. De ses mains fragiles et osseuses, elle s'en saisit. On commença à manger, bercé par le son de la télévision. Elle à demi couchée, moi sur un fauteuil de tissu brodé, avec l'assiette sur les genoux. Qu'est-ce que je ferais sans toi, mon petit Théophile? J'ai haussé les épaules. Elle l'avait tant de fois répété. Même mes enfants et mes petits-enfants ne font rien pour moi. Elle ressassait encore. Tu es vraiment le meilleur des voisins que l'on puisse avoir. Ce compliment, si souvent exprimé, n'avait plus aucune saveur à force. Le début de la nuit fut encore une fois entrecoupé par les gémissements de Madame Oslo, qui à quelques pièces à peine se retournait difficilement dans son lit. Parfois, c'étaient même des pleurs qui résonnaient. Par moments, je me levais pour venir la rassurer. C'est si difficile de faire garder espoir à quelqu'un qui ne semblait ne plus en avoir, tout en maintenant sa propre flamme d'espérance. C'est si atroce de voir cette personne formidable souffrir, sans pouvoir la soulager, sans pleinement pouvoir agir. C'est culpabilisant. Une torture psychologique. Peut-être que beaucoup de personnes avaient abandonné cette vieille dame. Toutefois, jamais je ne me permettrais ça. Madame Oslo avait tellement œuvré pour moi. Entre son soutien durant le divorce de mes parents, son aide financière lors de mes études, je pourrais jamais la remercier assez. Mes géniteurs ne m'avaient pas accordé une miette de ce que cette chère voisine m'a offert. Ouais. Tout ce que j'étais, je lui devais. Je fermais les yeux, avide de pouvoir me replonger dans les ténèbres réparatrices du sommeil, quand une fois de plus, Madame Oslo émit des plaintes, d'une voix enrouée. Je chassais une ultime fois les draps pour rejoindre sa pièce. D'après l'heure et mes souvenirs, elle allait bientôt pouvoir reprendre un calmant. Je traversais le couloir, sur lequel s'alignaient des meubles vitrés remplis de bibelots. Et, une fois dans sa chambre, je me surpris de la voir assoupie. J'avais mis tellement de temps à venir? S'était-elle rendormie si vite? J'ai supposé plutôt qu'elle avait lâché ses râles dans son sommeil. Je manquis donc de me rediriger vers mon lit. Le matelas m'avait rarement paru aussi moelleux. Le monde des rêves m'emporta, sans que je ne puisse les résister. Le lendemain, la journée fut difficile. Muni d'inratables cernes, j'eus la terrible sensation que les collégiens étaient plus insupportables que de coutume. Ou alors, que la fatigue me rendait plus irritable. Franchement, je me demandais parfois ce que certains fichaient dans mon cours de SVT. Pourquoi ne pas être absent? Juste rester chez eux, au lieu de perturber mon enseignement avec des plaisanteries tout aussi stupides les unes que les autres. Quoique, le plus désagréable était bien de les voir manquer de respect, de les observer répondre avec arrogance, alors que tout ce que je leur demandais était du silence et un minimum d'attention. Une fois rentré, alors que l'après-midi touchait à sa fin, Madame Oslo me demandait une petite faveur peu commune. Ayant achevé la pile de livres que je lui avais ramenés il y a quelques semaines, elle me sollicita pour lui chercher d'autres ouvrages dans le débarras. Ce dernier était une ancienne étable juxtaposée à la zone habitable de la maison. C'était une très grande salle à laquelle on accédait depuis l'extérieur et que je n'affectionnais pas. Toutefois, je m'exécutais. Je sortis, afin de passer par le jardin, et usai de la vieille clé qui faisait tache sur le trousseau. Je déverrouillai la porte, et une odeur reconnaissable de vide-grenier emplit mes narines. Je déambulais, tel un enquêteur, entre des piles de cartons, au-dessus desquels étaient posés des animaux empaillés qui me terrorisaient durant mes jeunes années. Un blaireau levant la tête, une martre montrant les dents, un renard couché en boule, une tête de cerf au bois fondu. De ce que je savais, le mari de Madame Oslo était un grand amateur de chasse, et de ce genre de trophées. Toutefois, cette passion ne devait pas être partagée, puisque tout avait été chargé ici, après la mort de ce robuste gaillard. J'estimais que son décès remontait à au moins 10 ans, et les circonstances de celui-ci me revenaient pas. Par contre,
Je me souvenais que c'était un homme aussi charitable que son épouse. Sans trop d'étonnement, je découvris aussi de petites sculptures, une armure tenant une hallebarde, des parures sans valeur, des assiettes peintes, des coquillages et de nombreux autres bibelots protégés derrière les vitrines poussiéreuses des meubles qui ne comptaient plus leur âge. Des toiles représentant divers portraits ou des paysages étaient entassés contre les murs. Leur couleur était devenue terne. Il y avait aussi quelques fauteuils en cuir brun, rangés par le temps. Je notais toutefois quelque chose de bizarre. Une des fenêtres donnant sur l'extérieur demeurait brisée. Des couvertures avaient été entassées dans un coin. De plus, certains sièges se voyaient dépourvus de saleté. Je supposais alors que des squatteurs devaient entrer ici. J'ai jugé bon de prochainement barricader les ouvertures de la salle, au moins pour éviter davantage de dégradation ou de vol. Ça me faisait un programme pour le week-end, et une raison de plus de me sentir utile. Paradoxalement, il ne me fallut que peu de temps pour dénicher les livres que la vieille dame désirait. Aucun son suspect ne vint me perturber les jours suivants, mis à part le vendredi soir. Cela eut tout fait de me convaincre d'effectuer les fameux travaux dès que je me serais levé. Ayant oublié de faire la grasse matinée, je m'étonnais d'être d'attaque à partir de 8 heures du matin. Armé d'un petit marteau, de quelques planches et d'une myriade de clous, je m'avançais dans la pièce à l'incroyable charpente. L'odeur avait un peu changé. Elle était plus nauséabonde. Avant que je ne puisse attribuer cette senteur à quoi que ce soit, mes yeux me fournirent une réponse. Tout ce que je portais tomba de mes bras, alors que je fis un pas en arrière. J'aurais aimé crier, mais mes cordes vocales restèrent bloquées. Un simple couinement sortit de ma bouche. Face à moi, un cadavre. Le corps était à demi adossé contre une commode, et cette dépouille était atrocement mutilée. Il me fallut quelques secondes pour deviner qu'il s'agissait d'une femme. Son ventre était totalement ouvert. Tout son contenu se voyait répandu sur le sol poussiéreux. Je m'étonnais de la longueur des intestins. Je reconnus l'estomac, un rein, un morceau du foie et le pancréas. Par moments, le sang coagulé formait une espèce de pâte répugnante. Son torse déchiré laissait voir des côtes enfoncées vers l'intérieur. La majorité des organes sous la cage thoracique avaient dû être broyés sur le coup. Son visage avait été aplati, au point que je n'en étais même plus certain qu'un nez avait un jour existé. Vu la teinte actuelle de ses longs cheveux, je supposais qu'ils avaient dû être d'une couleur claire, blond peut-être. La mâchoire inférieure manquait, ce qui m'offrait une vue plongeante sur l'épiglotte. Des mouches se rassemblaient, même des guêpes y étaient conviées, mais aucun ver, ce qui témoignait de la fraîcheur de la dépouille. Mes mains se plaquèrent sur ma bouche alors que je retenais un vomissement. Avec une difficulté apparente, je parvins à ravaler l'écœurante mixture qui avait rempli ma cavité buccale. Ma gorge me brûlait. Une quinte de toux m'échappa, alors que quelques dents émergeant du tas de viande au sol m'informaient sur le nouvel emplacement de la fameuse mandibule inférieure. Elle avait été plongée entre les tripes, abandonnée à l'air libre. Presque en courant, je fis demi-tour et imbibai la pelouse de presque tout ce que j'avais pu avaler ce matin. Puis je me relevai en titubant afin de me rendre au bout du jardin. Je voulais prendre mes distances avec ce que j'avais vu. J'avais besoin de respirer un peu, de réaliser. Ce dont j'avais été témoin, c'était bien réel. Ce spectacle, le son des insectes volants, même l'odeur. Je suis sorti de la périphérie de la propriété de Madame Oslo pour venir marcher sur un sentier que je connaissais bien. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Un animal sauvage? Non, ça pouvait que être l'action d'un être humain, d'un homme fort, d'une brute, dépourvue de la moindre sensibilité. C'était immonde. Je passais sur une zone dépourvue d'arbres et qui s'ouvrait sur une falaise. D'ici, je pouvais voir le reste du village. Le clocher dépassait toutes les petites maisons. Sa flèche pointait majestueusement vers le ciel azur, pourvu de rares nuages. Ces derniers s'étiraient longuement sur un dégradé que seuls les plus grands peintres auraient pu reproduire. En général, cette vue était suffisante pour me revitaliser. Mais pas aujourd'hui. Je devais appeler la police, immédiatement. Je repensais alors à cette pauvre Madame Oslo. Devoir être interrogée par les inspecteurs et apprendre ce qui s'était passé entre ces murs. Elle n'avait pas besoin d'être davantage bouleversée. Et si le meurtrier était toujours dans le coin, qu'il allait s'attaquer à elle? Pris d'un élan d'inquiétude, je tournai les talons et retournai voir ma protégée. C'est avec un soulagement perceptible que je la retrouvai dans son lit. Elle lisait un magazine de jardinage. Elle aimait tant prendre soin de son potager. Du moins, du temps où elle avait toute sa forme.
Elle ne prêta pas attention à mon passage, prise dans sa lecture. Bon. Et maintenant? Je devais faire disparaître ce corps. Peu importe qui était l'assassin, ce meurtre n'avait pas eu lieu ici. Il ne se sera jamais rien passé. Avec un déglutis inaudible, je reposai pied dans la sinistre pièce. Soudain, j'en vins à être encore plus effrayé qu'à ma précédente venue. Le corps était absent. Pourtant, il y avait toujours des résidus de chair. Une teinture carmin tachait toujours le sol, les mobiliers, les cartons aux alentours, l'armure et le pelage de certains animaux empaillés. Je me mis à imaginer un scénario de zombie. Non, c'était pas possible. Ça voulait dire que le tueur était dans le coin. Avec un regard apeuré, j'observais autour de moi. Mes côtes semblaient être sur le point d'exploser sous les impulsions de mon cœur. Je n'ai pas compté les longues minutes que j'ai perdues ainsi, à me retourner, terrorisé par le moindre angle mort, jusqu'à la plus petite zone de pénombre. Pas de psychopathe armé jusqu'aux dents, pas de mort vivant dégoulinant de sang, pas de spectre au désir vengeur, pas d'ectoplasme voulant mon malheur. Finalement, j'en ai conclu qu'il n'y avait rien. Avec dégoût, je me résolus à nettoyer les taches restantes. Tout devait disparaître. Ça n'était jamais arrivé. Jamais. Alors que mon estomac faisait des montagnes russes, je partis prendre une bassine, de la javel et divers produits, ainsi qu'une éponge, des brosses et un sac poubelle. Je m'étais en même temps armé d'un couteau suisse, en cas de mauvaise rencontre avec l'auteur du carnage. Même si au fond de moi, je sentais que ça ne suffirait sans doute pas. De plus, je n'ai jamais eu le cran de frapper quelqu'un. Je n'étais même pas convaincu d'avoir le courage de m'en servir en cas de légitime défense. Une dizaine de minutes plus tard, je me retrouvais, genoux à terre, à frotter le sol comme je ne l'avais jamais fait. Je devais tout effacer. Je redoutais le moment où il faudrait nettoyer les poils des bêtes de décoration. Ça n'allait pas être évident. Je fus alors interpellé par une voix comme je ne l'avais jamais entendue. Elle était grave, métallique, résonante, comme si quelqu'un parlait dans une cuve en fer. Depuis que tu es ici, elle souffre. Mon cœur rata un battement, puis, par un effort incommensurable, je me retournai tout doucement. Il n'y avait personne. Absolument personne. Pourtant quelqu'un avait bel et bien parlé, j'en étais sûr et certain. Un crissement métallique me figea. Mon regard fut attiré par un élément en mouvement. C'était le haume de l'armure qui se tournait vers moi, avec une excessive lenteur. J'aurais juré qu'une vapeur bleue nuit émanait de la visière. Sorcier, retirez votre malédiction. Et cette voix, terrifiante, elle provenait de cette armure. C'était impossible. Il devait s'agir d'un animatronique ou d'une mauvaise blague. Mes pupilles s'agitaient à la recherche d'une éventuelle caméra cachée. L'entité fit quelques pas, me barrant la route menant à la porte ouverte vers l'extérieur. L'envie de fuir me poussa à me redresser. Je songeais presque immédiatement à la fenêtre au carreau cassé. Je tremblais. Je réalisais que je n'étais qu'un minable peureux. Une personne vivait à l'intérieur de l'assemblage de plaques. Ça ne pouvait être que ça. Je l'observais. Je voulais dénicher l'indice révélateur du trucage. La brume colorée et un vide abyssal étaient tout ce que je voyais dans la fente où auraient dû se situer des yeux. Je délirais. Je perdais la tête. Je devenais complètement schizophrène. L'armure s'approchait de moi, sa hallebarde en main. « Bouge !» me hurlai-je intérieurement. Un simple mètre nous séparait, quand mes muscles se remirent à fonctionner, comme victimes d'une impulsion électrique. Je m'élançai aussitôt vers la fenêtre brisée. Je bondis au-dessus d'une pile de cartons, renversant une ancienne poterie au passage. J'entendis les pas métalliques de l'entité dans mon dos. Elle courait, si proche. Ses semelles de fer tabassaient le sol. Sans prendre garde aux morceaux de verre, je traversai l'encadrement de mon échappatoire. Soudain, une force saisit le bras de ma veste et me tira. Plusieurs coutures cédèrent, mais cela ne m'empêcha pas de retomber en arrière. Mon souffle se coupa lorsque mon dos heurta le sol rigide de la pièce maudite. Un peu sonné, ma vision récupéra rapidement sa netteté pour me montrer l'exosquelette qui tendait son gantelet vers moi. Il m'empoigna par la gorge. Dans un ultime élan de survie, je tentais de desserrer son étreinte, sans le moindre succès. Abrégez votre maléfice ou je vous transforme en bouillie immonde, comme celle qui vous servait. Quoi ? Expirai-je, sans même comprendre de quoi il m'incriminait. La main impitoyable se raffermit, me coupant la respiration. Je ne suis point dans l'ignorance, maudit mal. Inutile de me considérer comme un demeuré.
Toutes ruses ne seront que vaines. Je me tordais. Je tentais d'articuler quelque chose, mais cet étranglement m'entravait. L'entité retira sa main. Je m'effondrais et avalais une gorgée d'air, remplissant mes poumons. Mon cou endolori allait bientôt révéler un hématome. Je suis pas un sorcier ou je sais pas quoi. Ça existe même pas. Je n'étais même plus sûr de mon dernier propos. Notamment parce que, en ce moment, je conversais avec une armure vivante. Le feu qui germait à l'intérieur du home passa sur un violet améthyste. L'entité murmura une série de mots dont le sens m'échappait complètement. Je redis qu'il s'agissait d'une sorte d'incohérent mélange gréco-latin. L'air parut s'épaissir, comme si une tension pesait sur mes épaules. Étais-je sur le point de faire une crise de panique? De m'évanouir? Ma gorge était si douloureuse. Très lentement, le monstre prononça ces mots. Avez-vous quelque lien avec la magie? Avec une dernière source d'espoir, je le répondis. Mais puisque je vous dis que non! Mon agresseur garda le silence, me toisant de ses yeux inexistants. Je frissonnais. Il me saisit fermement le pied et se rendit en direction de la porte toujours ouverte en me traînant derrière lui. L'exosquelette arriva dehors et bifurqua vers l'entrée de la bâtisse habitable. Il ouvrit cette dernière avec une brutalité presque bestiale. Frotté contre le sol, la terre me tachait et les rares graviers me griffaient. Mes bras s'agrippaient à l'encadrement après que le monstre soit entré. D'un puissant mouvement d'épaule, il me ramena vers lui, me faisant lâcher prise. Une douleur vive se diffusa dans mon bras droit. Je venais probablement de me déchirer un muscle. Un cri suraigu retentit alors. On venait de se retrouver face à Anne. La silhouette pesante de la chose m'empêchait de voir. Toutefois, j'entendis un objet fendre l'air, puis un son répugnant et indescriptible, suivi d'une masse qui chutait. La lame de la hallebarde, tachée d'une constellation de postillons écarlates, entra dans mon champ de vision. J'eus instantanément un haut le cœur, tandis que l'exosquelette reprit sa marche, me faisant glisser sur le carrelage froid. Je me vis passer devant le corps sans vie de la soignante, sur lequel la mort venait de graver une expression d'effroi et de souffrance. Des gargouillis émanaient de sa gorge fendue, d'où giclaient l'hémoglobine par petits jets distincts. Je sentis mes tripes se nouer, et une peur indéfinissable s'empara de moi au moment où le tueur se stoppa. Madame, voici les scélérats qui causent votre mal. Je fus surpris de découvrir qu'il m'avait mené dans la chambre de Madame Oslo. Étant au sol, devant le lit, je ne pus apercevoir la réaction faciale de la vieille femme, mais sa voix hésitante me parvint. Mais c'est juste Théophile, tu le sais bien. Je suis dans le regret de vous annoncer qu'il est l'auteur de votre souffrance. Tu te trompes. Non, madame. Voyez par vous-même. Depuis qu'il vit entre vos murs, ces personnes viennent vous injecter des produits nocifs, alors que lui vous empoisonne par les repas qu'il vous prépare. Ce que cette chose racontait était à mi-chemin entre le délire et la paranoïa. Je n'arrivais même pas à clamer mon innocence, de peur que cela puisse causer ma perte. La présence du couteau dans ma poche me revint enfin à l'esprit, mais la terreur me paralysa. Si je l'utilisais, le pire pouvait peut-être survenir. Ce vaurien veut votre héritage. Il accélère votre trépas en vous faisant croire à ses bonnes grâces. C'est faux! Soufflai-je alors, malgré moi. Le monstre tourna sa tête dans ma direction. J'aurais juré qu'il me toisait. Je me mordis la langue, regrettant de ne pas être resté muet. Il a raison, Farad. La complexité de ma maladie semble t'échapper. De plus, aujourd'hui, dans ce pays, je ne peux pas déshériter ma famille sur un coup de tête. Madame Oslo soupira avant de poursuivre. Farag, j'ai entendu crier Anne juste avant. Qu'est-ce que tu as fait? La flamèche de la visière parut s'écraser alors que sa couleur sombre se mutait en un turquoise vif. L'entité garda un instant de silence avant d'émettre. Une erreur, madame. Encore une erreur.